téléspectateurs de Djoliba TV News, bienvenue dans votre émission Fait marquant. Fait marquant, c'est votre émission qui donne la parole aux femmes et aux hommes pour nous expliquer les faits marquants de notre pays en particulier et du monde en général. Aujourd'hui, nous allons discuter autour du document Proposition de sortie de crise de Espoir Malikroa et dénommé Mobilisation générale contre la guerre qui est imposée au Mali. Espoir Malikroa affirme avoir remis une proposition documentée et chiffrée de sortie de crise aux autorités de la transition intitulée Mobilisation générale contre la guerre qui est imposée au Mali en 2021. Un document de plus d'une trentaine de pages dans lequel le comité de pilotage d'Espoir Malikroa a couché sur papier ses idées pour une sortie de crise sécuritaire, réformer l'armée nationale et donner des stratégies pour y parvenir. Que contient ce document scindé en 4 parties, en plus de l'annexe? Pour en parler, nous recevons Dr Alassane Diarra, secrétaire général des finances du comité de pilotage d'Espoir Malikroa. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Fait marquant. Très honoré. Je m'appelle Alassane Diarra, je suis membre du comité de pilotage. J'ai en charge les aspects financiers de EMK, Espoir Malikroa. D'accord. On va permettre au public de vous connaître davantage. Docteur Alassane Diarra est expert en développement rural durable à... Qu'est-ce que je peux continuer directement? Okay. Docteur Alassane Diarra est expert en développement durable. Il a également un PhD en géographie de l'Université de Montpellier en France. Il s'intéresse particulièrement à l'interface sociale et écologique dans le projet Programmes ruraux intégrés et l'inventaire des us et coutumes en matière de foncier pastoral et que vous avez intitulé Charte pastorale et à la gestion durable des terres et de l'eau, aux études d'impact environnemental et social, genre et environnement et la promotion des énergies renouvelables. Dr Diarra est actuellement coordinateur d'Africa Sustainability Center à Sainte pour la mise en œuvre du projet de réplication, passage à échelle des bonnes pratiques de gestion durable des terres et d'agroforesterie à Koulikoro. C'est bien ça? M. Diarra est également consultant pour beaucoup d'organisations telles que la Banque mondiale, FAO, Terre d'Afrique, j'en passe. Docteur, on sait bien que Espoir Malikroa n'est pas une organisation, bien un regroupement méconnu au Mali, mais malgré tout, nous allons vous demander de nous faire un petit historique de ce mouvement. Merci bien. En fait, EMK, Espoir Malikroa, a été créé par le fait de patriotes de tous bords. Ce sont des personnes qui se sont toujours battues et qui continuent à se battre pour la grandeur du Mali. Ils ont compris qu'il fallait se mettre ensemble, parce que seul, on ne peut rien faire. Donc ensemble, franchement, on peut faire la rupture avec le système IBK. C'est dans ce cadre qu'il y a eu une rencontre le 10 mai 2020. Pendant cette rencontre, ces cadres, associations et partis politiques se sont rencontrés pour vraiment rédiger un texte très important, parce qu'il fallait vraiment cette rupture avec le système IBK, notamment la forfaiture, la corruption, le népotisme, l'impunité. L'opacité des dépenses, le pouvoir est devenu vraiment un patrimoine, il fallait vraiment arrêter tout ça, et la confiscation des libertés. Bon. L'insécurité grandissante dans tous les pays, au début c'était dans le nord, et c'est venu dans le centre, et maintenant c'est partout. Donc on était très inquiets, et aujourd'hui on est dans la cherté de la vie. Voilà des raisons qui nous ont poussés ensemble, dire que tout seul on ne peut pas, ensemble, en nous associant, en mettant ensemble nos idées, on parviendra vraiment à aller dans le sens de la rupture du système qui était là depuis un certain nombre d'années. D'accord. Voilà. D'accord. Donc le mercredi 4 janvier dernier, le coordinateur d'Espoir Malikroa, à la personne de Cheikh Oumar Sissoko, a au nom de votre mouvement déclaré que le gouvernement de la transition n'a pas prêté oreille attentive à votre document que nous avons montré au début de cette émission. Quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour que le gouvernement vous reçoive? D'accord. En fait, je veux quand même préciser deux choses avant de répondre à cette question. L'élan patriotique qui a animé ce groupe, le cadre, a été sur le fait d'une rencontre le 10 mai 2020 où on a rédigé ce qu'on appelle l'appel de 20 mai 2020. Quand il y a cet appel, au niveau de la mairie, le musée du district,
C'est là que tout est parti. C'est en ce moment que d'autres ont rejoint le groupe. La CMAS est venue chez nous pour demander à être construit ensemble. Ensuite, ça a été, n'est-ce pas, le groupe qu'on appelle le Ciment la CC, qui vient nous rejoindre. Ainsi, on a formé un grand groupe qu'on a appelé M5. Donc, comme ça que la révolution vraiment a démarré, le 5. Donc, vous dites, MK, vraiment, c'est un groupement qui a à son compte à peu près une quarantaine d'associations et 6 partis politiques. Bon, je peux citer certains, il y a pas tous, mais Repère, Tabalé, CMP, Alerte, Djougoni Maya, MP22, etc. Voilà. D'accord. Mais pour revenir au document, oui. Quelle démarche vous avez suivie Voilà, ça c'est le plus important. Il y a eu beaucoup d'événements. Après le coup d'État, il y a eu après le premier gouvernement, le second gouvernement. Mais avant cela, le 14 mai 2021, c'était l'anniversaire de MK. Pour le lancement du 14 mai 2021, on a fait une rencontre. Au cours de cette rencontre, on a jugé nécessaire vraiment de nous pencher sur la question sécuritaire. Bon, l'idée est partie, comme ça, mais déjà, c'était déjà dans les coulisses. Chacun réfléchit à la question. Déjà, il y a longtemps, avant même les événements actuels, là, Cheikh Mahdi Sissoko avait écrit un petit livre qu'ils appelaient Lettres au peuple malien, dans lequel déjà il soulevait beaucoup de ces problèmes-là liés à la sécurité. Et puis, ensuite, ça a été suivi par d'autres réflexions, d'autres membres de notre association et notre mouvement. C'est ainsi que on s'est mis à rédiger. Donc, de juin jusqu'en septembre 2021, on a pu peaufiner nos idées. Et c'est ainsi qu'on a fait une conférence de presse, n'est-ce pas, le 25 septembre 2021, à notre siège. Ça nous a permis vraiment de tirer les grandes leçons et faire des propositions non seulement à l'État malien, aux autorités de la transition, mais aussi au peuple malien. Parce que ça nous concerne tous. Et cette mobilisation aussi, pour nous, peut-être que d'autres groupes ou mouvements sont déjà à la réflexion sur ce cas-là. Parce qu'on n'est pas le seul, peut-être d'autres ont réfléchi, mais pour le moment, on les attend. Si vraiment on mettait tout ensemble, pour vraiment aller dans le sens vraiment de la mobilisation, et pour sortir le Mali de cette situation difficile. D'accord. Donc, depuis l'élaboration du document le 25 septembre 2021, jusqu'ici, aucun membre du gouvernement ne vous a sollicité, n'a demandé votre avis par rapport à la question sécuritaire. Et ça nous a fait beaucoup réfléchir parce que franchement, le lundi suivant, c'est-à-dire après le 25, on est allé à la présidence. Je suis allé avec Cheikh Oumar, on a déposé au niveau du secrétaire de la présidence de la République le document avec une lettre. Bon, on n'a pas eu de réponse. Après, quelques jours après, je suis allé avec un autre collègue, on a été à la défense, on a déposé, on a eu. À chaque fois, on avait vraiment le tampon de la structure. On a quitté la défense, on est parti au CNT, on a déposé. On a réussi vraiment. Bon, mais on n'a pas été sollicité, rien. On ne nous a pas appelé, on ne nous a pas convoqué pour une rencontre, pour discuter du contenu. Rien n'a été fait, et c'est parti comme ça. Ça fait 1 an et demi que ce document a été rédigé et mis vraiment à la place publique, mais on n'a pas eu de réaction. D'accord, vous le dites bien, ça fait près de 1 an et demi, mais pourquoi il n'est qu'en 2023 que vous revenez à la charge? Parce que nous, l'idée que c'est ce qui nous a mené à toute cette révolution, c'est faire de la rupture. Parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de la rupture. C'est-à-dire, encore, les méthodes et les habitudes anciennes reviennent à la surface. C'est-à-dire qu'on fait du IBK sans IBK, quelque part. Quoique, il faut reconnaître que l'armée malienne est en train de faire beaucoup d'efforts et monte en puissance. Très bien, on est vraiment d'accord avec ça. Et tout le peuple malien qui soutient l'armée avec nous avec. Donc on est derrière notre armée parce que c'est de la mission, ils sont pas tous sacrifiés au feu pour aller défendre la nation. Ça, on ne peut pas le changer. Mais on n'a pas eu de réaction par rapport à ça. Mais bon, pour nous, peut-être que c'est un oubli. Ou bien, bon, je ne pense pas que ce soit... Il n'y a aucun programme caché derrière ce chiffre 2023. Quand on a vu que ça ne vient pas, chaque fois on le rappelle. Lors de notre deuxième anniversaire, le 14 mai 2022, c'est pareil, on a rappelé tout ça.
Hein, la situation qui ne change pas. Côté sécurité alimentaire, il y a beaucoup de problèmes. Les bassins céréaliers du Mali qui sont en insécurité, il faut les protéger, ça n'a pas été fait. On a même répondu à un moment, c'était le 6 décembre 2021, le gouvernement a fait un arrêté un arrêté interministériel. Je crois bien. Le 6 décembre 2021, où ils interdisaient la sortie des céréales. Et quand on a eu ça, le 9 décembre du même mois, on a écrit quelque chose pour soutenir le gouvernement. On dit que c'était une bonne chose. Et que nous, on l'a inscrit dans notre mobilisation générale en bon lieu. Maintenant, ce qu'il fallait faire, il fallait rendre la vie facile aux populations, notamment jouer sur les prix des céréales pour que les gens puissent vraiment, les populations puissent être à l'aise. Ça, voilà. Et une fois qu'on a dit ça là, créer les conditions pour que les réfugiés puissent être vraiment dotés, on a mis beaucoup de propositions dans ce document d'une page. Et à la fin, on a demandé à ce que l'État pense, après la récolte, la saison passée, de renforcer on appelle ça la sécurité alimentaire, c'est-à-dire il y a on appelle ça SNC, c'est de sécurité alimentaire, il y a un stock qui existe au niveau de l'État. Ce stock-là, depuis des années, ce stock est de 35 000 tonnes de céréales sèches, mil de sorgho, depuis longtemps. Et ça n'a pas changé. La population malienne augmente, les besoins se multiplient. On s'est dit qu'il fallait penser à tripler ce stock, aller de 35 000 tonnes à 105 000 tonnes. C'est possible. On peut même aller de parce que le Mali, c'est un pays agricole. C'est la moindre des choses. C'est-à-dire, et faciliter aussi l'achat des céréales au niveau des population rurale. Acheter et puis stocker. Voilà. On va revenir sur l'aspect alimentaire. Mais d'abord, vous aviez écrit dans ce document, ce ne sont pas les 12 000 nouvelles recrues du PAG et les 1 000 heures de trimestriel de patrouille, soit 11 heures par jour de cette immensité du Sahara et du Sahel qui changeront quelque chose parce que ce n'est pas une insécurité résiduelle, comme le dit le Premier ministre. Il nous faut occuper le terrain dans chaque village, chaque commune, chaque cercle. Le Premier ministre, j'imagine que c'est le docteur Choguel Kokalamaïga. Oui, bien sûr. C'est exactement lui. Alors, donc, lui qui a parlé en tant que soldat de deuxième classe, et vous, en quelle qualité vous infirmez ces dires? Nous sommes des hommes de terrain aussi. Moi, j'ai fait ma thèse sur la gestion des ressources naturelles en zone aride. Je connais le terrain. J'ai beaucoup travaillé dans le delta aussi. C'était les deux zones qui étaient à l'époque qui avaient des problèmes. Je travaille ailleurs. Donc on connaît les populations, leur vue, leur façon de voir les choses, de voir la nature, les ressources, comment les gérer. Ça, on est au courant, on le sait. On a fait le terrain, on le sait. Donc ce qui se passait dans ces zones-là, ne pas seulement le fait il y a la guerre, mais les gens ont faim. Les gens ils sont plus sur leur champ. Ils sont plus dans les champs, ils sont ailleurs, ils sont obligés de partir. D'accord. Mais qu'est-ce que, en réalité, l'insécurité résiduelle pour nos téléspectateurs? Donc, résiduelle, parce que quand tu dis que ce qui a été proposé dans le PAG, très bien, c'est une proposition. Mais non, il fallait partir de là. C'est-à-dire recruter dans chacun des cercles, des anciens cercles du Mali, les 49, recruter 1500 jeunes par cercle. Ces 1500 jeunes par cercle vont patrouiller dans les communes et pouvoir détecter les gens qui sont les étrangers. Parce que si c'est leur commune, leur cercle, ils sont capables de savoir qui est là, qui n'est pas d'ici. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut ratisser. Il faut cadrer le pays, le cadrer totalement. Et même centrer le pays par... il faut recruter vraiment. Donc les 1500 par 49, ça nous fait 73 000 personnes. Mais si on met le banco là-dedans, ça va faire 75 000 individus. Il y en a vu au Burkina récemment, après nous, un an après nous. Le Burkina a lancé 50 000 personnes, ils ont eu 90. On peut le faire un peu là. Mais alors que le Mali fait 4 fois le Burkina. Donc pour nous, on est même parti bas. Parce que le Burkina, c'est 50 000, ils ont 90. Nous, on a 4 fois le territoire du Burkina à surveiller. Donc peut-être qu'il nous faut plus que ça. C'est-à-dire les 1500, là, c'est peu.
Il faut aller au-delà. Mais déjà, on a proposé ça il y a 1 an et demi. Voilà, parce qu'il faut aller vraiment très vite et puis sécuriser nos populations et puis que les populations retournent sur le terroir pour vraiment vivre leur vie comme il fallait. D'accord. Voilà. Et vous dites à la page 3, et je cite, « Il faut d'abord faire la déclaration de l'état de guerre et de légitime défense ». À quoi cela peut ressembler? On a agressé. On a agressé, donc on n'est plus dans la... Non, je vous dis, hein, on devrait arrêter même... Toutes les émissions de Mali doivent être faites sur la musique militaire. Bon, qu'on arrête vraiment les choses faciles. Qu'on affronte la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une fuite, on fuit la réalité. On reste encore à Bamako. Regardez, il y a au Mali, il y a Bamako et le désert malien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Tout le monde est à Bamako. Regardez les populations déplacées, où est-ce qu'ils vont? Une fois qu'ils ont quitté les régions, ils viennent vers ici. Et la population de Bamako va vraiment ira au-delà de 3 500 000. Si on fait le recensement, on verra. Donc la solution, c'est en déclarant l'état de guerre. Bon, pourquoi les gens fuient? Parce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux. En faisant le recrutement de ces jeunes-là et en les formant rapidement, ils pourront sécuriser leur terroir, leur commune, et leur cercle, et même la nation. Et maintenant, ce qu'on avait fait comme notre plan, c'est quoi? C'est les 1500 jeunes, il y a les 1000 qui vont rester dans le cercle, bon, peut-être 50 dans chaque commune, bon, grosso modo. Il y a 500 qui peuvent décider d'aller sur le front avec les militaires. Les plus robustes, les plus costauds, qui ont vraiment bien appris. J'ai vu l'autre jour, écouter le président disait qu'il faut 6 mois de formation, minimum 6 mois de formation pour avoir vraiment les rudiments. Quoi. Or, on est pressé par le temps. Aujourd'hui, il faut former parce qu'il faut aller vite. J'ai assisté une fois à une rencontre des chercheurs. Ils disaient qu'ils ont vu, quand les djihadistes venaient dans des villages, il y a même des jeunes qui avaient 13 ans, parce qu'il faut se défendre, l'instinct de survie. On leur donne des fusils pour qu'ils tirent. Bon, donc on est dans un pays vraiment qui est dans l'insécurité totale. Donc il faut aller vite. C'est peu, même les 1500, moi, à mon avis, on a lancé. Si on peut un peu le faire, c'est une bonne chose, parce qu'il faut une question de budget aussi. Quoi. Bon, on a budgétisé, on a vu des chiffres. Bon, on va en parler au cours de l'édition. Donc, autre chose, en quoi cette disposition de l'état d'urgence est différente de l'état de guerre? La déclaration de l'état de guerre, il faut qu'on fasse ça, pour montrer qu'on est vraiment en guerre et qu'on fasse la guerre. Et c'est différent de l'état d'urgence? L'état d'urgence, bon, c'est ce qui se passe. Nous, on va au-delà, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit mobilisé. C'est ça la grande mobilisation. Tout le monde, sans exception, tous les Maliens, hommes, femmes, jeunes et vieux. Comme dans l'hymne national, on dit, jeunes et vieux, il faut que tout le monde sorte pour défendre la patrie en danger. D'accord. Voilà. Donc, longtemps dans ce pays, nous avons critiqué l'analyse ou le décryptage des experts trop loin de leur domaine d'expertise. Peut-on savoir quelle expérience ont ces hommes et femmes qui ont participé à l'élaboration de ce document? Ont-ils eu déjà des étroites collaborations avec l'armée malienne? En fait, nous, au niveau de MK, nous avons ce qu'on appelle la commission scientifique. Dans la commission, il y a tout le monde. C'est ouvert, il y a vraiment des experts dans tous les domaines. L'éducation, l'agriculture, les mines, etc. Vraiment, il y a beaucoup de domaines, la santé. Donc, on se met ensemble. Donc, et c'est ouvert à tous les membres de MK, même ceux qui ne sont pas dans le comité de pilotage. C'est élargi. Donc, les gens viennent, et même, je vous dis, au début, là, du M5, même, LFP. Bon, à l'époque, on était tous ensemble. Là, donc, c'est nous, on planchait nuit et jour sur des documents, sur des idées qu'on mettait en place et qu'on donnait au M5. Maintenant, ils les prenaient, ils tournaient comme l'adapté. Parce que, quand moi je donne mon idée, c'est mon idée. Dans mon groupe, la commission scientifique, chacun a une idée, donc on fait la synthèse, on a un truc consensuel. Quand on l'amène au M5, aussi, il y a d'autres apports. On prend tout ça, on sort quelque chose de consensuel, même si ça sort de certains aspects de MK, on dit comme c'est consensuel au niveau de M5, on est d'accord. Déjà, allons à l'essentiel. Voilà comment on a tout travaillé. Donc, il y a du monde avec nous. Donc, on travaille tout le temps. Il y a des anciens militaires. Bon, on avait un ancien militaire avec nous, Senko, qui n'a pas beaucoup, qui était là avec nous, mais là. Donc, dans la deuxième partie du document, toujours, vous avez parlé en parlant de santé, vous avez parlé de santé militaire. Pour préciser, vous parlez de réhabilitation de l'UMPP. Et l'UMPP, j'ai cherché à comprendre.
pour cette nouvelle génération, l'IMPP, qu'est-ce que c'est? C'est là où on fabrique les Nivaquine, les aspirines là, du Mali. Là. C'est quelque chose qui se trouve sur la zone industrielle. Voilà. Donc, je sais que là m'échappe, c'était mes vieux, c'est un ancien truc qui est là, mais voilà, et qu'il fallait mettre en exergue, qu'il fallait sortir. Le MPP a besoin d'être remis sur pied pour produire vraiment d'autres médicaments, bien sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour remettre l'IMPP en place? Pourquoi? Parce que l'IMPP, je crois que c'est avec les Chinois ça a été créé. Aujourd'hui, on est en bon temps avec les Chinois, qui ont beaucoup de moyens. Bon, il suffit de réchauffer, n'est-ce pas, la coopération pour peut-être aller au-delà. Il y a le personnel pour au Mali? Il y en a. Le Mali regorge de cadres compétents. Le Mali regorge de cadres dans tous les domaines. Mais on ne va pas les chercher. Dans les autres pays, on prend les cadres, les experts, les scientifiques, on les met ensemble, ils discutent, ils apportent quelque chose au gouvernement. Le gouvernement peut maintenant, avec sa stratégie, appliquer. Mais au Mali, on ne le fait pas. C'est-à-dire, on les met de côté parce que c'est devenu politique. Même si tu n'as pas les compétences, on te met dans des postes. Alors, il y a des gens qui sont. C'est pas des postes, il y a des postes politiques, effectivement, mais il y a aussi des postes techniques. Et on a besoin de tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur pour avancer dans ce sens-là. Tout le monde. C'est-à-dire, quand tu parles des Maliens de la diaspora aujourd'hui, tu les amènes avec tous ces gens comme background, tu les fais rentrer au Mali avec ceux qui sont sur place, qui ont des backgrounds aussi. On prend tous ensemble, on sort vraiment de l'orient, quoi, avec ça. Mais c'est pas ce qui se passe au Mali, c'est dommage. Voilà. Dans la troisième partie, vous avez dit les besoins de la guerre nourrissent et renforcent l'économie. À la page 6, consacrée à la santé toujours, je cite, le transport privé emprunté par les militaires civils. Que voulez dire par là? Transport privé emprunté par les civils. Par les militaires, disons. Bon, c'est-à-dire, on dit qu'il faut faire des facilités pour que l'armée puisse vraiment être dans des conditions. Parce qu'à l'époque, quand on écrivait ça, c'était en septembre, c'est à partir de décembre que vraiment tout est parti, quoi. Tout est parti et ça continue. Et je crois que tous les jours, on voit du nouveau par rapport à ça. On est heureux vraiment de ce qu'on a comme armement. Au Mali, beaucoup a été pris en compte. En tout cas, sur le plan sécuritaire, ils sont même allés au-delà de ce qu'on voulait. Ils ont été plus que ce qu'on voulait, on espérait. Déjà, mais il est très important. Tout n'est pas arme. D'accord. Tout n'est pas arme. Il faut les armes, mais il faut les hommes. D'accord. Il faut des hommes. On va y revenir. Dans la loi d'orientation, on rappelle, la loi d'orientation sous Ibrahim Boubacar Keïta était de 12 130 milliards de francs CFA et sur 5 ans. Et le coût de votre programme militaire est contenu dans Mobilisation générale contre la guerre qui est imposée au Mali est évalué à 1130 milliards et 100 millions de francs CFA sur une période de 3 ans. 3 ans. Oui. Ça veut dire, annuellement, ça nous fait 376 milliards annuels. Ça, il y a tout. Donc, parce que il fallait construire des chiffres ici. On l'a chiffré. On dit que pour la construction de 49 camps militaires, ce ne sont pas les 49 cercles, anciens cercles, ça nous fera un total de 24 milliards. C'est construit. Hein? Bon. Pour l'équipement militaire, on a évalué à 73 milliards 500 millions. Ensuite, pour payer les militaires pendant 3 ans, à la raison de 200 000 francs par individu, par personne recrutée, 200 000 francs CFA. Parce que le problème, c'est l'argent. Tu vois que les jeunes qui sont au chômage dans les villages de la commune sont facilement influençables par les gens qui viennent pour vraiment les mettre dans des situations-là, des djihadistes et tout. Or, en leur donnant un salaire, ils sont dans l'armée, recrutés, formés sous l'armée. Ils deviennent des militaires. C'est des militaires qui sont sous la coupe de l'armée, pas autrement. Ils vont être des soldats de l'armée mondiale. Formés, recrutés, suivis et dans la discipline militaire. Et pendant un certain temps. Maintenant, si de 3 ans, chacun aura 200 000 francs par mois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec la conjoncture actuelle, le programme que vous avez élaboré en 2021 sera beaucoup plus conséquent que votre prévision? Parce qu'en 2021, on suppose que quand vous écriviez, il n'y avait pas le problème de l'Ukraine. Bon, il n'y a pas de... Voilà. Oui. On s'est dit que ce qu'on a écrit en 2021, aujourd'hui,
avec les armes que nous avons eues, qu'on a achetées, on a pu acheter, avec l'argent du contribuable. Comme l'a dit le président, et vraiment c'est heureux que ce soit ainsi. Mais aujourd'hui, donc on a assez d'armement, donc maintenant, avec ce budget, on peut toujours recruter plus, à mon sens. Parce qu'il faut militariser le Mali. Vous savez, on a fait partir les Occidentaux. C'est très bien. Mais on n'est pas contre eux. Le jour où ils vont accepter nos conditions, on sera ensemble. Il n'y a pas de problème. Il y a des préalables qu'on avait déjà déterminés. Nous, déjà, aujourd'hui, on voit que le gouvernement a pris... bon, on est content parce qu'il y a nos idées qui ressemblent. Quand ils disent que... nous, on a mis dans notre document, dans l'annexe 1.3, que faire un partenariat avec l'Algérie, avec la Russie, la Chine, dans le respect de notre souveraineté et l'acceptation de notre programme de développement. Ça fait 2 points qu'on retrouve actuellement dans les principes du gouvernement. Vous êtes d'accord? Ça, on avait dit, nous, on avait déjà élaboré ça, déjà réfléchi en 2021. Ces coopérations se font comme vous le souhaitez? Bon, personne ne peut contester que la Russie ne fait pas ce qu'elle peut pour nous. La Chine travaille en sourdine, mais à côté, on sait que c'est ouvert. Mais c'est dit, en fait, le partenariat est ouvert à tout le monde. Ce qu'on prévoit pour la Chine est aussi valable pour la France, pour l'Angleterre, pour les États-Unis, s'ils suivent vraiment les 3 principes d'État malien. Le troisième pays que vous avez cité, l'Algérie, aujourd'hui, bon nombre de Maliens mettent en doute leur implication dans la sécurisation du Mali. Qu'avez-vous à dire à ces personnes-là? Il n'y a aucun problème entre l'Algérie et le Mali. Vous savez, l'Algérie aussi défend son territoire. Le problème qui se pose à nous dans le nord se pose aussi à l'Algérie dans le sud. Au contraire, c'est un partenaire avec qui on doit travailler, même renforcer la coopération sur les frontières. L'Algérie et le Mali sont des frères depuis... quelque part même, quand on a fait la fédération du Mali avec le Sénégal, une des raisons de notre éclatement avec la France qui est à la base de l'éclatement, c'est parce qu'on soutient le FNL, l'Algérie. Bon, c'est ça, aujourd'hui. Donc, ça, c'est resté. Et tous les présidents de Boumedienne jusqu'à Chadli, il y avait une bonne coopération. Et quand les Maliens, quand on voyageait par Algérie, quand tu venais à Marseille pour venir, ils te parlaient à Bambara, pour te dire que, moi, je l'ai vécu. C'est un pays frère. C'est un pays frère. Tout comme le Maroc, l'Algérie, on est des pays frères. D'accord. Le document, pour revenir sur notre thème, vous avez donné tous les détails chiffrés et comment y parvenir pour une armée professionnelle de qualité. Pourtant, on dit que l'armée, c'est un corps secret. Vous ne craignez pas, si ce document vient d'être adopté, que l'armée s'expose à certaines... L'armée a sa stratégie. J'ai dit il y a tous des think tanks qui existent dans le monde entier. Tu vas les trouver au sein des universités aux États-Unis. Des gens qui sont là, qui travaillent sur la sécurité, qui travaillent sur ces questions-là ou autre chose, dans tous les domaines. Et tu amènes ta copie, réfléchis, mais comment l'appliquer, c'est l'armée qui peut le faire. Et puis même, il peut modifier certaines parties. Attention, ça peut aller. Et ils travaillent avec d'autres en leur sein qui peuvent dire, bon, c'est vrai, ça c'est pas mal, mais c'est là qu'il faut mettre toutes les idées ensemble. Il y a d'autres entités qui ont travaillé sur la même chose, des choses similaires. Nous souhaiterons qu'on mette tout ensemble pour notre patrie, pour nos enfants, nos petits-enfants. D'accord. Voilà. Vous parlez de la mobilisation de la guerre imposée au Mali. Vous ne parlez pas d'autres choses, sauf le militaire. Pensez-vous que notre solution, c'est le tout militaire? Tu as dit économie de guerre. On a cité ça dans l'économie de guerre, c'est le plan économique. Parce que il faut faire, en temps de guerre, on fait l'économie de guerre pour sortir du pays vraiment de l'annuaire. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas voir, partout où il y a eu la guerre, c'est comme ça que les gens sont partis à partir de l'économie de guerre pour sortir vraiment de la guerre. D'accord. Voilà. Mais dans le document, il n'y a pas de fenêtre pour l'éducation ou l'orientation, la décentralisation. Pensez-vous que... Tout ça, c'est des bons aspects qui vont sur la sécurité. Parce que vous savez, on ne peut rien faire. Vous savez, est-ce que les écoles sont fermées? Parce qu'on ne peut pas étudier. On va te tirer dessus, ou bien on vous enlève. C'est-à-dire que l'éducation, la santé et tout ça, en temps normal, ils sont vraiment les deux
des éléments qu'il faut mettre en exergue. Mais quand on est en guerre, et que tout le pays est presque vraiment pris, à Makakongo l'autre jour là, et puis à Kassela, on a vu, jusqu'à Kati. Partout au Mali, ils sont partout. Maintenant, à cela, c'est greffé des bandits qui profitent de l'occasion pour la situation, pour créer aussi la zizanie au sein des populations. Tous les moyens sont bons. Or, si on recrute dans les terroirs, comme on le faisait à la temps de nos grands-pères, de nos aïeux, là, on prenait les enfants les plus costauds de la famille. Et chacun était fier d'être celui qui va aller représenter sa famille. Et dans les villages, il y a des survivances de notre culture qui sont encore là. Le Mali est très fier, on a notre histoire. Chacun de nous. Ici, on a un grand-père, un arrière-grand-père qui a été valeureux. Mais depuis que les Blancs sont venus, ils ont cassé notre marche. Mais on a résisté. Un seul pays qui a résisté. Je vous surprends. Le dernier village du monde francophone, le dernier village qui a été colonisé, ça c'est un village Dogon, Tabi. Tabi a résisté jusqu'au 26 décembre 1920. Donc le Mali a été le théâtre de la résistance. Et Samori qui était dans ce secteur-là, Samori a fait 18 ans de résistance. C'est le plus grand résistant de l'histoire de l'Afrique. Donc c'est ça. Et cette résistance est restée culturellement. Vous voyez, donc si tu vois que on est encore là, et que malgré tout ce qui est l'extérieur veut de nous, a fait contre nous, on arrive à nous en sortir. Pourquoi? Parce que il y a ce socle social qui existe, et culturel, qui soutiennent vraiment toutes nos actions. Voilà. Le 4 janvier dernier, vous aviez dit que cette année 2023, surtout ce mois de janvier, serait consacré à la promotion du document. Et pensez-vous déjà l'actualiser avant de passer à cette promotion-là? Bon, ça c'est une bonne question, parce que l'actualiser, si on dit qu'on va faire la promotion de notre document, c'est un document qui date d'il y a 1 an et demi. Bon, peut-être on peut améliorer certains aspects, mais l'idée centrale, elle va rester. Mais, par exemple, si on prend, il y a, dans l'annexe, là, il y a quelque chose sur la sécurité alimentaire, et puis les populations qui sont décédées, etc. Ça évolue. Donc, peut-être qu'il faut faire un autre tableau pour montrer, de 2021 à aujourd'hui, voilà la situation, hein, en termes de sécurité alimentaire, en termes de population déplacée, en termes de ça, pour voir l'évolution. Et puis, il y a des indicateurs aussi qui sont connus au Mali, qui montrent que l'année prochaine, cette année va être difficile sur le plan alimentaire. Oui, parce que, vous savez, il y a eu les engrais. Il y a eu l'histoire des engrais, je ne vais pas revenir dessus. Mais nous, on a alerté. Nous, au mois d'avril même, on a écrit. On a fait, un de nos jeunes a écrit sur les engrais pour alerter l'État malien. On a publié. Parce que nous, on a dit, bon, puisque l'engrais n'arrive pas, mai, juin, on dit, écoute, il faut changer de stratégie. Pourquoi n'est pas, puisque c'est le coton qui est le riz, bon, il dit il faut privilégier des céréales qui ne demandent pas beaucoup d'engrais. Bon, il faut faire les céréales traditionnelles telles que le mil, le sorgho. Le maïs a besoin d'engrais parce que le maïs profite du coton pour... voilà. Maintenant, il faut privilégier d'autres céréales telles que le folio, le sésame, le haricot, l'arachide. On l'a proposé, mais Dieu merci. Bon, on a écrit, mais les paysans n'ont pas dit ça. Mais les paysans, ils savent mieux que nous, et ils l'ont appliqué. C'est sûr que non, mais c'est parce que bon, on connaît un peu leur stratégie, mais eux-mêmes, ils ne sont pas au courant de ce qu'on a écrit, mais ils l'ont appliqué. Donc finalement, la campagne agricole, bon, même si elle n'est pas comme on voulait, ça peut aller. Le seul problème qui va se poser, comment sécuriser les circuits commerciaux de ces céréales-là? Parce que ça échappe. Je ne sais pas si vous êtes jeune, ou le pays de Gon, vous ne connaissez pas bien, mais la zone de Gon, le pays de Gon, le Sénobancas, là, ils font le meilleur mil de la sous-région. Parce que c'est les épis qu'on pile, on met directement dans le sac. Or, ailleurs, on bat, bon, il y a des cailloux qui rentrent, tout ça. Et ce mil, j'avais fait une enquête une année. Le commerçant l'achète à Mopti, ils prennent le mil du pays de Sénobancas, qu'ils amènent à Mopti. Il demande au paysan, écoute, dans 6 mois, je te paye. Attends, mais des fois, ça traîne. Le Burkinabé qui vient, le commerçant qui traverse par le Kourou, arrive avec son camion, il paye le plus de 100 kilos, il paye le sur angle. Le paysan a besoin d'argent, il va jusqu'à vendre 120 kilos au plus de 100 kilos pour avoir son argent. Et si ce mille sort, et pendant la période de soudure, juillet, août, ça arrivait, mais vendu à doublement ou triplement. C'est pour cela qu'il faut sécuriser les bassins céréaliers.
Il faut créer des silos, s'il le faut, des magasins de stockage. Parce que chaque année, il faut faire une rotation du céréal pour que les gens. Dans le fleuve Niger, les paysans qui sont là-bas, là, le riz est acheté, pas dit, par les Mauritaniens, parfois les Sénégalais, qui passent par, n'est-ce pas, Gnono, Gofri, qui rentrent par, ils traversent la forêt de Ouagadou, ils prennent la route et puis ils filent, ils vont chez eux, ils vont décortiquer chez eux. Notamment les Mauritaniens décortiquent à Soudader, on dit que c'est du riz mauritanien. Ça sort. Il faut dire qu'il y a des problèmes. Le maïs connaît la même chose. Au Sénégal. Hein? Donc, c'est tout ça qu'on doit mettre dans le programme de lutte sécuritaire. La sécurité totale. Il y a la sécurité des hommes, des personnes et des biens, bien sûr, parce que l'être humain, sa vie. Mais l'autre aspect, c'est ce qu'il mange. L'arme alimentaire est très, 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 très solide. Les Américains faisaient la guerre contre le Vietnam. Ils ont mis la bombe napalm dans tous les champs, ils ont tout brûlé pour les affamer. Mais ils faisaient du riz dans Louisiane, un peu. Mais pour vendre le riz aux Vietnamiens qui sont en guerre, ils ont développé l'agriculture en Californie. Au niveau du Congrès américain, il y a un lobby qui est là qu'on appelle Rice Miller Association, très puissant. Pour vous dire, donc, pour tenir les gens par la fin. On est un peu pris par le temps. Oui. On va parler de l'actualité de Espoir Malikoura. Espoir Malikoura, quel est votre agenda pour l'année 2023? Est-ce que l'agenda, bon, vous voyez, nous, on est toujours sur ce qu'on appelle la rupture. On a dit qu'il faut faire la rupture. La transition directive pour nous, bon, il y a quelques éléments que j'ai soulignés, c'est qu'il faut mobiliser les moyens matériels et immatériels de notre pays pour gagner la guerre, pour commencer. Et une gouvernance vertueuse qui mettant fin à la corruption. Ça, c'est notre dada, quoi. On est là, comme ça. Et à l'impunité, c'est un truc qu'il faut le faire. C'est l'agenda qu'on va continuer à poursuivre, à défendre vraiment notre idéal de Maliens. Parce qu'aucune réforme ne pourra améliorer la gouvernance sans la sanction de la faute et la récompense du mérite. Dans le cadre de l'économie de guerre, reprendre en main notre économie nationale. Ça, c'est des choses qu'on va poursuivre encore. Et puis, il y a un autre aspect qu'il faut que je vous dise. Et ça... Bon, moi, je dis qu'il faut reprendre la main de l'économie, n'est-ce pas? Sur le plan agricole, on dit l'agriculture. C'est avec grand A. C'est l'élevage, la pêche et tout le reste qui font partie de l'agriculture avec grand A. Mais il faut sécuriser les patients céréaliers. J'ai fait la discussion, donc il faut continuer. On ne l'a pas fait. Ils ont brûlé du mil un pays de bon. Ils ont brûlé l'année dernière du riz. Aujourd'hui, cette année, est-ce que beaucoup ont cultivé du riz dans le Niger? Je ne sais pas trop. Cette année, l'armée déclare avoir sécurisé beaucoup de parties. Oui. Donc, ça a permis aux agriculteurs. On est très contents. On voit qu'il y a des aspects qu'on a soulignés. Que vous saluez. On partage, on salue. Bon, mais il faut continuer. Il faut continuer vraiment à se battre. Pour vous, ce n'est pas au total, il faut encore travailler davantage. Vous savez, il le faut. On est encore dans 20-30 ans menacés par l'Occident. Mais écoute, c'est de bonne guerre, parce qu'ils ont des intérêts ici. Bon, si on les prive de ces intérêts-là, ils se battent pour l'avoir. On doit se battre aussi. Il faut créer vraiment les conditions pour résister. Comment est-ce que le public peut avoir accès à ce document? Est-ce que vous avez des plateformes ou bien comment est-ce que la distribution du document se fait pour quiconque aimerait lire et apporter sa touche? D'accord. Bon, il y a beaucoup de... Les médias sont là. Bon, par exemple, on est avec vous aujourd'hui, on a discuté de ça à la télé. Peut-être il faut... On est en train de préparer pour ce mois de janvier. C'est même presque fini. Des diapos qu'on va envoyer tous les jours. D'accord. Oui, donc les gens vont lire, les jeunes vont lire. Et puis, ça sera sur un site? Non, écoutez, on peut vous l'envoyer à d'autres aussi. Tous les jours, si on a les coordonnées, on vous envoie et vous pouvez vraiment dispatcher. Et puis avec d'autres aussi. C'est-à-dire, vous pouvez même nous donner des solutions par rapport à ça. On est preneurs. C'est-à-dire, quand on veut pour tout le monde, il faut que tout le monde soit avec, qu'on soit tous ensemble. D'accord. Donc, vraiment, c'est ça qu'on projette de faire dans ce mois-ci. Oui. D'accord. Avant de vous laisser partir, on va demander votre mot de la fin. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Oui. Bon, moi, je dis il faut que les peuples maliens
se rassemble dans toute sa composante. Ils sachent que nous sommes en danger et que pour vraiment vaincre ce danger, il faut, comme dirait Samori Touré, tuer la guerre. C'est Samori Touré qui dit ça, il faut tuer la guerre. Bon, si on dit ça, bon, là, c'est des cas, dit bon, voilà où ça en fait. Tu vois? Vous pouvez même tuer la guerre quand on va, mais c'est tellement philosophique, il faut tuer la guerre. Ça, ça demande vraiment de la réflexion. Il faut que les vieux, on a dans cette âge, on a des vieux qui détiennent le secret de cette phrase-là. Donc il faut que tout le monde soit ensemble. Jeunes et vieux, on me fait tout bord. Il faudrait quand les difficultés sont devant nous. Ça peut qu'on peut faire vraiment, on peut se chamailler, mais on ne peut pas rigoler. On peut pas rigoler. Mais quand je vois beaucoup à des mariages, ça fait du bruit et tout. Les jeunes là, hein, les cortèges, tout ça. Ils disent mais est-ce qu'ils ont compris qu'il faut faire il faut la mobilisation générale? Il faut déclarer l'état de guerre. Il faut que l'état de guerre soit déclaré. Voilà. D'accord. Voilà, ce sera votre mot de la fin. Il faut déclarer l'état de guerre ou encore il faut tuer la guerre elle-même. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Fait marquant. Fait marquant, c'est votre émission qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour nous expliquer les événements marquants de notre pays en particulier et du monde en général. Aujourd'hui, nous étions avec le docteur Alassane Diarra, secrétaire chargé des finances du comité de pilotage d'Espoir Marie-Croix, qui était venu partager avec nous le contenu du document Mobilisation générale contre la guerre qui est imposé au Mali de Espoir Marie-Croix. Merci. Merci. Merci bien.